tous. Du coup, nous sommes là, finalement. On est là. Ça commence bien. Pour un petit hors-série spécial sur le mental. C'est vrai que j'avais envie déjà de faire plusieurs hors-séries comme ça, en commençant par Max et avoir peut-être plusieurs invités sur mon canapé. Pourquoi le mental dans un premier temps? Parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment depuis, je dirais, de nombreuses années, depuis mes jeunes années même à cheval, mes années juniors, où finalement c'était quelque chose de tabou dans ces années-là, où comme on pouvait voir, c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas aborder. La personne qui avait besoin de se préparer mentalement, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas aller faire du sport de haut niveau. Donc on reviendra là-dessus. Et on a vu que ça s'est vraiment démocratisé et qu'on en parle de plus en plus. Et on a remarqué quand même qu'au JO de 2024, on en parlait énormément. Et c'est vrai que, étant donné que je suis accompagnée du coup par Maxime depuis de nombreuses années, tant personnellement que professionnellement, on avait envie de traiter ce sujet-là avec vous. Donc, je vous présente Maxime pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est préparateur Bonjour. mental. Bonjour. Qui est préparateur mental au sein des équipes de France de CSO principalement, et qui est surtout un ancien sportif de haut niveau en short track avec plusieurs participations aux Jeux Olympiques, champion du monde, champion d'Europe, numéro 1 mondial. Voilà, je suis assez fière de son parcours et je vais le laisser se présenter lui-même. Et oui, y a pas grand-chose à ajouter, mais oui, c'est vrai que moi je viens d'un autre sport que l'équitation. Donc le short track, pour ceux qui connaissent pas, c'est patinage de vitesse sur glace, sur une petite piste. Donc c'est effectivement un sport qui est au JO, ce qui m'a donné l'opportunité de les faire plusieurs fois. Et c'est vrai que la préparation mentale, pour moi, ça a été quelque chose d'important dans ma carrière, mais d'important plus comme une source de soucis ou une source de frustration, parce que j'ai, sans du tout à l'époque penser à en faire mon métier, j'ai abordé la prépa mentale comme un outil qui allait réparer certaines de mes failles, un peu comme ce que tu partages tout à l'heure en disant bah, c'est ceux qui ont des soucis, et si on fait un peu le parallèle avec la préparation physique, bah, finalement c'est comme si on estimait que le préparateur mental, pour le préparateur physique, c'est comme si le préparateur physique s'occupait que des gens qui sont blessés à l'hôpital ou en centre de rééducation. Alors que c'est ok pour tout le monde que des gens qui sont déjà très performants ont un préparateur physique pour l'être encore plus et le rester. Et en fait, moi j'ai eu la chance de démarrer assez fort dans ma carrière en ayant dans mes premières saisons internationales plusieurs titres de champion du monde junior, en étant le plus jeune sélectionné au JO, en étant champion d'Europe chez les seniors assez jeune aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque, les préparateurs mentaux m'ont dit t'as pas besoin de nous, tout va très bien pour toi, appelle-nous quand tu commenceras à être dans une phase de doute, où tu auras perdu un peu cette insouciance, etc. Et toute ma carrière, finalement, j'ai ruminé un peu ça en me disant est-ce qu'on aurait pu agir pour justement faire en sorte que ma mécanique était bien huilée, que mon mécanisme qui fonctionnait très bien, un peu comme j'ai tendance à dire, je tourne la clé de la voiture, tous les matins elle démarre. Ben, je me pose pas la question de comment elle fonctionne. Mais en réalité, j'aurais aimé à ce moment-là qu'on m'apprenne un peu à ouvrir le capot, à entretenir le moteur pour ne pas tomber en panne. Parce que quand est venue justement cette phase de doute, cette phase de remise en question, là j'ai eu du mal à trouver les clés, à trouver les réponses à mes questions. Donc aujourd'hui que je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière, j'essaie justement aussi d'apporter une réponse ultra pertinente et de militer pour expliquer que le mental, c'est pas que quand ça va mal, mais c'est aussi pour que ça puisse aller de mieux en mieux et de faire en sorte que ça aille toujours bien. Et du coup, on peut commencer déjà par la première question qu'on nous avait posée sur Insta, où je vous avez ouvert la parole. C'était pas de mental, pas de haut niveau. Et du coup, je pense que je peux apporter mon témoignage là-dessus, mais dis-toi déjà ce que tu penses de ça, pas de mental, pas de haut niveau. Est-ce que tu penses que cette affirmation est vraie? Je dirais oui quand même. Parce que si je prends simplement le constat que je fais aujourd'hui,
à travers les responsabilités que j'ai pour la Fédé d'équitation, je m'occupe beaucoup des jeunes. J'adore m'occuper des jeunes. Et forcément, les jeunes que je vois arriver à la mode, qui sont déjà présélectionnés ou sélectionnés en équipe de France, ils sont déjà performants. Et s'ils sont déjà performants, ça veut dire que nécessairement, ils ne perdent pas leurs moyens face aux sélectionneurs ou sur les concours où on les repère, les stages, ce qu'on appelle les stages jeunes talents, ou c'est des stages de détection. Donc par définition, ils ont déjà, je dirais, l'état d'esprit, le tempérament, le caractère un peu du compétiteur qui va arriver à sortir de sa zone de confort, qui va réussir à fournir les efforts nécessaires pour percer. Euh, Ensuite, bien sûr, arriver à un certain moment, à un certain niveau de concurrence, à un niveau d'exigence, à un niveau de, de difficulté, où il faut surmonter des échecs, où il faut être présent sur le long terme, je dirais qu'il y a forcément un travail qui soit officialisé, organisé, ou qui soit un peu dilué dans le quotidien, qui doit s'installer pour rester à haut niveau, ou surtout être à 100% de ses capacités, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, c'est vrai que du coup, de mon expérience où je suis finalement encore une compétitrice active, je dirais que euh, peut-être que je rejoins Max dans le sens où à un moment, oui, je pense que si on n'a vraiment pas de mental, on peut pas aller faire du haut niveau. Maintenant, je pense que ça m'aurait aidé d'avoir des clés plus jeunes parce que, encore une fois, je me mettais vraiment dans des états. Enfin voilà, je faisais crise d'angoisse, enfin, je travaillais les jambes qui tremblaient, enfin tout ça, toutes les phases qu'on connaît. Malgré tout, je suis quand même quelqu'un qui suit une battante, qui lâche jamais rien, qui fonce et qui quand elle est au pied du mur, ben, arrive toujours à rebondir. Donc je sais toujours que dans une compétition, malgré tout, je vais au bout, malgré tout, je me dépasse, je me surpasse même. Mais peut-être que ça m'aurait permis peut-être de faire le petit truc en plus si j'avais eu toutes ces connaissances-là. Le petit truc en plus qui fait que ben, sur cet obstacle, j'aurais peut-être pas eu la jambe qui tremblait et faire la barre, même s'il y a aussi des éléments techniques. Attention, je suis pas en train de remettre tout sur le mental. Mais, euh, mais effectivement, peut-être que ce petit côté du mental qui n'avait pas été assez travaillé jeune m'a fait louper quelques trucs. Maintenant, je suis d'accord qu'à un moment donné, si on n'a pas de mental, on peut quand même pas faire de haut niveau. Si on n'a pas l'envie de se faire mal, l'envie du dépassement de soi, l'envie de quand même faire, même si on est dans des situations où on n'est pas bien, finalement, quand on est dans l'inconfort, si on n'a quand même pas envie de se dépasser à ce moment-là, on ne peut pas aller faire du haut niveau. Et alors, c'est pas pour te vieillir, hein, mais c'est vrai que je trouve que ce qui est vachement intéressant aujourd'hui, c'est que ne serait-ce que si moi je fais juste un constat en 2018, quand j'ai commencé à travailler pour la Fédé, et maintenant, bah forcément, il y a des jeunes cavalières ou des jeunes cavaliers que j'ai eu en 2018 sur des stages sport-études ou en poney, qui pour certains ont maintenant percé à haut niveau chez les seniors. Et on se rend compte quand même qu'il y a une différence entre cette génération qui a eu une sensibilisation et parfois un travail un peu plus poussé pour certains sur la préparation mentale. Ça leur a permis de se construire, je dirais, sur des fondations un peu solides, dans les bonnes postures tout de suite, par rapport aux générations précédentes dont tu fais partie, où bah, quelque part vous avez fait vos armes sur le terrain, vous avez connu des difficultés, et parfois il y a des fonctionnements, des postures qui sont encore ancrées. Euh, et, euh, et moi c'est ce que j'observe souvent avec toi, on en discute assez, c'est que c'est toujours un petit peu difficile de vraiment capitaliser sur les succès, etc. C'est des erreurs que moi aussi j'ai pu faire quand j'étais athlète, et je trouve ça super intéressant de travailler dans le jeune âge de l'athlète, au début de sa carrière, sur avoir les bonnes postures mentales, les bonnes habitudes, les bonnes méthodes, comme sur comment aborder son quotidien, comment aborder ses succès, ses échecs, pour capitaliser un peu sur tout ce qu'il faut, pouvoir construire une confiance, pouvoir prendre chaque petite victoire du quotidien pour avoir vraiment
une confiance la plus solide et la plus stable possible. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est de dire c'est comme si en termes de posture tu te tenais un peu toute voûtée toute ta vie, tu finirais par avoir des douleurs un peu récurrentes. Sur le mental c'est pareil, si tu te tiens droit dès le départ, que tu fais les bons choix en termes de stratégie et de confiance, aujourd'hui, je trouve qu'on récolte vraiment le fruit de notre travail sur la génération qui commence à arriver. C'est-à-dire c'est créer des automatismes finalement. Bien sûr. Créer des automatismes et que c'est toujours plus difficile, on le voit même techniquement à cheval, c'est-à-dire que enlever des mauvaises habitudes, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que de mettre tout de suite en place les bonnes choses. Et c'est effectivement finalement tout à fait ça. Et moi je pourrais quand même dire que oui, on a répondu quand même un peu oui à la question, pas de mental, pas de haut niveau, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut savoir que le haut niveau, que le mental, pardon, ça se travaille et que moi je sais que maintenant, même si certaines compétitions restent difficiles et éprouvantes et qu'à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui s'arrêtent aussi à cause de ça, faut pas se leurrer parce que c'est des choses qui sont quand même très éprouvantes psychologiquement. On peut améliorer notre quotidien, on peut travailler là-dessus et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qui soient bien plus faciles. Donc malgré tout, ça se travaille le mental et on peut vraiment s'améliorer et vraiment faire des choses beaucoup mieux. On fait une petite pause, je vais ouvrir à Marcel. On va ouvrir à Marcel. Juste, moi je rebondis aussi sur un truc, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre nos deux milieux. C'est que... Enfin, il y a plein de différences bien sûr. Mais moi je sais que j'ai performé très vite, très jeune. Et du coup, il faut que je reste focus. Non mais j'ai performé très vite, très jeune. Et donc, tout de suite, mon quotidien, c'était le succès, c'était des titres internationaux, etc. Et quand tu as 17 ans, tu es déjà champion du monde, tu as fait les JO, tu as réussi de manière très importante dans un domaine, quelque part, tu n'oublies pas que derrière, il faut aussi essayer de maintenir ce niveau un peu de passion, d'enthousiasme et tout ça dans une vie un peu normale. Et j'ai une amie qui, je trouve, est l'exemple type de ça. C'est Émilie Le Pennec, c'est une gymnaste qui a 17 ans, je crois, est championne olympique et reçoit du coup la Légion d'honneur. Elle n'a pas le bac, elle n'a pas le permis, elle est championne olympique avec la Légion d'honneur. Je pense certainement les deux décorations les plus prestigieuses qu'on puisse avoir, alors qu'elle n'a même pas encore attaqué sa vie d'adulte normale, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde du sport, c'est qu'on part très fort, mais aussi derrière, il faut arriver à embrasser une vie professionnelle ou des études sans avoir le sentiment d'avoir fait moins bien par la suite. Et ça, moi, je sais que c'est une pression que j'ai pu avoir rapidement sur la fin de ma carrière. Là où pour vous, les cavaliers, quelque part, c'est différent parce que quand vous commencez à performer à cheval, bien souvent, c'est aussi que vous avez une structure ou un modèle économique qui est installé et en plus de ça, vous pouvez y être pour très longtemps. Et donc, je trouve qu'il y a une certaine sérénité malgré tout dans le fait de dire j'ai mon système qui fonctionne, maintenant il faut que j'arrive à durer dans le temps. Alors bien sûr, il ne faut pas s'épuiser, il ne faut pas tomber en panne d'essence le long de la route. Mais là où du coup je te contredirais un peu, c'est que oui, je suis d'accord avec toi qu'on a des carrières très longues, mais pas celle d'un cheval. Oui. Et que des fois on peut, c'est quand même pas facile de construire des piquets de chevaux, il faut pouvoir justement anticiper les choses, donc il faut voir si notre système économique nous le permet aussi, si on arrive à s'entourer, et parce que pour retrouver des chevaux et en reconstruire d'autres, et que quand on a un cheval avec qui ça performe, à qui on met des automatismes, à qui on a de la complicité, ce temps-là à haut niveau reste assez rapide, assez court, d'autres tu rajoutes en plus les blessures, les choses comme ça, donc oui, mais non. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, et je vais même encore plus loin. C'est que, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que moi je viens d'un milieu où tu fais ta carrière sportive et ensuite tu te reconvertis, tu vas faire parfois quelque chose qui n'a rien à voir. Toi, tout ça, c'est un modèle, c'est un écosystème qui doit être vraiment
dans un cercle virtueux où toutes les pièces sont bien imbriquées et tout ça doit être bien huilé. Et je vais encore plus loin dans ce que tu exposes en disant que toi tu fais un sport où bien sûr la carrière du cheval est parfois courte par rapport à ta carrière, où tu dois avoir beaucoup de chevaux pour avoir celui avec qui tu vas pouvoir potentiellement prétendre à la performance. Et en plus de ça, il y a 2 fois moins de place que dans un sport autre, parce qu'il n'y a qu'une équipe, là où dans un autre sport, il y a une équipe féminine et une équipe masculine. Ouais, c'est avec le Ça sport veut dire... mixte. Et ouais, c'est génial le sport mixte, sauf que ça veut dire qu'il y a 2 fois moins de place. Et je vais encore plus loin, c'est que celui qui a une place, il peut potentiellement la garder pendant 30, voire 40 ans pour ceux qui vont au JO à 60 ans, quoi. Donc, moi, je sais que je faisais un sport où la carrière, c'était une dizaine d'années et il y avait une équipe fille, une équipe homme. Donc, on savait à peu près que à chaque JO, on allait envoyer 8 ou 12 personnes. Tandis que toi, il y a très peu de place, pas toujours disponible avec pas un gros turnover, comme on peut retrouver par exemple chez les poneys. Et là, donc c'est là où c'est super intéressant de se dire, tu es obligé de ne rien laisser au hasard. Alors on s'écarte un petit peu de la question de base, mais c'est intéressant de bien prendre conscience de comment fonctionne l'environnement, l'écosystème, pour essayer de faire les meilleurs choix stratégiques possibles. Et ça, c'est déjà du mental. Justement, une des questions qu'on nous a posées, puisqu'on est toujours dans le haut niveau, autant y rester un peu, c'est le stress est-il, alors je vais dire face caméra plutôt, le stress est-il indispensable avant une grosse épreuve? Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais. Souvent, on parle, tu sais, le bon stress, le stress positif. Ce que moi j'aime bien, vraiment essayer de mettre des mots sur ces concepts-là. Clairement, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est on doit surmonter une difficulté, que ce soit un parcours, une reprise au dressage, un examen, passer son permis, un coup de téléphone important, peu importe ce que c'est, il y a une demande bien précise et on doit faire appel à nos capacités, nos compétences pour répondre à cette demande. 2 options. Soit j'ai le sentiment que j'ai les capacités et que du coup je vais pouvoir répondre à cette demande sans aucun souci, donc je stresse normalement pas trop. Soit j'ai le sentiment que mes capacités ne vont pas suffire, ou alors j'ai pas la certitude que ça suffise. Alors potentiellement je peux stresser. À partir du moment où j'ai un déséquilibre entre ce que je perçois de la difficulté à surmonter et mes compétences pour surmonter cette difficulté, je peux avoir cette émotion, cette anxiété qui commence à se développer. Face à un parcours qui techniquement est pas du tout difficile, peut-être on peut lâcher le mot pas assez difficile, on peut prendre l'exemple du cavalier jeune chevaux qui sort des jeunes chevaux en permanence sur une épreuve qui techniquement lui mobilise pas 100% de ses capacités. Il peut arriver pas assez stressé, sous-entendu pas assez concentré, pas assez appliqué. Je lâche le mot qui pour moi résume tout, pas assez vigilant. Et le cavalier qui a engagé la première épreuve du niveau supérieur pour lui, qui se dit mon Dieu, c'est la première fois à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça va bien se passer, donc forcément je stresse. Donc pour moi il y a une notion d'équilibre à avoir. Est-ce que je suis trop confiant au risque de pas être assez concentré, pas être assez vigilant, ou est-ce que je suis dans trop d'anxiété, j'envisage un peu un scénario catastrophe avec ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire, qui est un mécanisme de protection face à une demande bien particulière, et auquel cas, il va falloir que je mette vraiment en place une stratégie pour me protéger un peu de... Ça reste un ami, le stress, qui est là pour nous protéger à la base face à un danger. Moi, je l'ai jamais vu comme un ami. Hein. Alors, non, mais c'est intéressant ça, parce que c'est un ami qui est extrêmement maladroit et donc qui va t'amener à faire tous les mauvais choix. Pensant t'aider, il va te dire Gwen, ça serait mieux que tu n'y ailles pas parce que tu vas tomber. Souviens-toi, il y a 6 ans sur ce même truc, tu es tombé. Alors que peut-être les 6 dernières années, tu les as tous gagnés les concours. Mais le stress, il va te mettre le doigt que sur le truc qui s'est mal passé il y a des années. Le stress, il va te faire mettre en place qu'une stratégie où il te dit il faut pas que tu fasses ça. Et puis si tu fais ça, t'imagines. Puis surtout, fais pas ça non plus. Donc ma mission, justement, c'est de commencer à dire
il faut vraiment qu'on arrive à se concentrer sur ce qu'on va faire pour que ça se passe bien. Et je suis désolé, je fais des réponses un peu trop longues, mais il y a un truc fondamental dans l'équitation qui me semble vraiment génial pour gérer ça, c'est que tu sais tout à l'avance. C'est qu'on te dit, vas-y, va faire la reconnaissance de ton CSO, et quand tu vas passer à l'heure où tu sais déjà à laquelle tu vas passer, tu sais qu'il n'y aura personne pour te gêner sur la piste, et tu sais exactement ce qui t'attend. Tu connais le sujet de l'examen avant d'y aller. C'est génial. Moi, si j'avais pu savoir les courses avant de les courir... Ouais, parce que c'est un sport indirect, à concurrence indirecte. Mais bien sûr. Moi, je pouvais pas savoir qui allait me bousculer, qui allait me dépasser. Même si on peut avoir des imprévus, bien sûr, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Il faut que tu puisses utiliser ça en disant « je vais dérouler le scénario idéal ». Après, bien sûr, comme tu dis, il faut rester dans une équitation instinctive, être capable de prendre des décisions, se sortir de la merde sur l'épreuve si jamais tout se passe pas comme on a prévu. Mais cette notion de stress, elle est super importante. Moi, ce que j'aime, c'est de voir vraiment ça comme un point d'équilibre. Entre pas assez de stress, tu risques de ne pas être assez vigilante, de pas être assez concentré, du coup de ne pas mobiliser 100% de tes capacités. Trop de stress, tu risques de perdre un peu tes moyens et du coup perdre un peu de tes capacités à travers tout ce qui peut être impacté par le stress. Ça peut te contracter, donc tu vas être moins précise techniquement dans ta posture, dans plein de choses. Tu peux moins bien respirer, donc tu peux manquer de lucidité, de temps de réaction, de mémoire, toute ta machine peut être un peu grippée par le stress, comme tu peux ne pas mobiliser toutes tes capacités si tu n'es pas assez focus. Donc il faut vraiment voir l'approche d'une échéance, quelle qu'elle soit, il faut que je sois au point d'équilibre parfait de cette notion de vigilance qui tend un peu vers de la confusion. Du coup, pour apporter en tout cas mon partage d'expérience vis-à-vis du stress et des grosses épreuves, personnellement, il n'y a pas eu une seule grosse épreuve où je n'ai pas eu du stress. Alors comme tu as si bien parlé du stress positif et du stress négatif, j'ai eu les deux. Je pense que quand j'ai eu du stress négatif, j'ai pas performé, et quand j'ai eu du stress positif, j'ai performé. Mais dans tous les cas, j'ai été stressée, ça c'est sûr. J'ai à un moment donné le cœur qui palpitait, les jambes qui pouvaient trembler. Après, je l'ai plus ou moins bien géré. Je pense que c'est ça qui a fait plus ou moins ma réussite. Mais évidemment, avec l'importance du résultat, avec l'envie de bien faire, avec l'envie d'être 100 fautes sur un cross ou d'être 100 fautes sur le CSO pour aller chercher cette victoire, ou même des fois sur un dressage, je ne peux pas dire qu'une grosse épreuve, je l'ai vécue sans stress. Ça, c'est pas vrai. Toutes mes grosses épreuves, je les ai vécues avec du stress. Après, évidemment, comme tu parlais tout à l'heure, les épreuves jeunes chevaux, les choses comme ça, là, oui, on en défile tellement que là, effectivement, des fois, on peut même être en sous-vigilance et faire des petites fautes bêtes. Mais les grosses épreuves, à chaque fois qu'il y a eu de l'importance, et même quand je dis grosses épreuves, c'est pas forcément du très haut niveau. Ça va être même la finale des jeunes chevaux. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça va être pour le cheval, pour les éleveurs, pour le propriétaire, pour nous. Donc, c'est pas une question de vraiment de niveau. Mais là, oui, moi, ces épreuves qui ont quand même de l'importance, je les ai toujours vécues avec du stress. Ça me rappelle un truc. Moi, je vois très bien parce que j'allais en parler. Vas-y, dis. De Pau ? Ouais. C'est dans le couloir de la mort. Exactement. C'était horrible. Ouais. Et tu te souviens, et c'est drôle parce que il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à formaliser vraiment un peu j'aime pas dire dans ma méthode, ça fait un peu pompeux, mais essayer de sortir un concept de ça. Et en fait, tu t'aperçois que Pau, c'était il y a quelques années maintenant, ouais. Et en fait, des années après, je dis ah mais oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut aborder le truc. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, j'aime bien quand on arrive à tirer des trucs du terrain. Je me sens toujours plus à ma place, les pieds dans le sable, qu'à lire des tonnes de bouquins. Évidemment que je sais le faire aussi parce que c'est important d'avoir de la théorie. Mais pour vraiment expliquer, parce que nous on sait de quoi on parle, donc mais pour expliquer aux gens qui nous regardent, on est à Pau, t'es deuxième avant le CSO. Donc ce Pau, c'est le 5 étoiles pour ceux qui ne connaissent pas forcément le complet. Ouais, et après je raconterai un truc que je t'ai jamais avoué. Et du coup, tu me dis, le CSO il est dur. Le CSO il est dur, c'est gros. Et donc, ce que je te réponds à ce moment-là, je dis bah ouais. Oui, c'est pas facile de gagner un 5 étoiles. Donc,
il y a une semaine, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, je pense que ça sera dur et gros, et je pense même que les mecs qui seront en face de toi, ils seront très solides, et pour certains, avec des énormes palmarès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait de t'avoir dit ça, ça t'a libéré d'un poids en disant, bah oui, c'est difficile. C'est normal que ce soit difficile, et c'est difficile pour tout le monde en fait. Et, et ce que j'ai essayé de formaliser ces derniers temps, c'était de dire, arrêtez d'espérer la facilité. Ça va vous mettre dans une posture de spectateur un peu, et vous allez prendre comme une mauvaise nouvelle tout ce qui ne va pas dans votre sens. Et je pense notamment au paddock. Tu sais, au paddock, des fois on dit j'espère qu'il va être fantastique aujourd'hui, que tout va se passer impeccable. Ou alors quand tu fais ta reconnaissance, de dire j'espère que tout va aller nickel. Ou comme des fois on s'est retrouvé sur des recos de cross où tu me disais oh là là, et voilà, encore une fuite à gauche, et encore une fuite à gauche. On voyait des fuites à gauche partout parce qu'avec ce cheval-là, c'était un peu ton problème. Et en fait, plutôt que d'espérer la facilité, il faut assumer la difficulté. Et pour moi, la phrase qui répond à tous les besoins, c'est « Ok, comment je vais m'y prendre ?» Et à partir du moment où tu dis « Bah ouais, bien sûr que gagner un 5 étoiles, c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Par contre, comment je vais m'y prendre pour gagner, moi, ce 5 étoiles ?» Et je me rappelle que tu m'avais dit que justement j'en étais capable et que j'étais forte. Et je sais que ce couloir, en fait, entre le paddock à Pau et la carrière, il y a vraiment un long couloir dans les arbres, mais qui est long, mais alors qu'il nous a paru encore plus long forcément. Et c'est vrai que j'arrêtais pas de dire que j'étais pas capable de le faire, que ça allait pas aller, etc. Et du coup, je suis rentrée en piste et tout le long, là où on galope un peu pour aller se présenter, avant de partir, je sais que du coup, grâce à Max qui m'a donné ces quelques conseils ou ces quelques phrases avant d'y aller, je me suis répétée je suis forte, j'en suis capable, je suis forte, j'en suis capable. Et j'ai tourné ça en boucle, en boucle, en boucle. Et je suis partie, j'étais remontée à bloc pour aller croquer du morceau, quoi. Et s'en est suivi un beau sans faute et une victoire sur ce 5 étoiles. Mais c'est vrai que je pense que Max n'aurait pas été là à ce moment-là, justement, pour me refaire basculer dans du stress finalement négatif à du stress positif. Je sais pas si j'aurais eu la même fin, ça c'est sûr. Et alors, le truc que je peux avouer maintenant, après toutes ces années, c'est que on était tout un petit groupe à te regarder au paddock. Et en fait, l'histoire a voulu qu'il y ait Fabien, notre super pote qui nous a présenté, qui est Franck, mon associé, qui était là aussi ce jour-là. Et forcément, moi j'étais mort de trouille pour toi. Et donc on est à 50 mètres, ou peut-être 30 mètres, toi tu es en train de sauter au milieu du paddock, moi je suis sur le côté. Et en fait, j'avais mal au bide, j'en pouvais plus. Franck me disait même, mais comment tu peux être préparateur mental et être dans cet état-là, toi? Et c'est là où je lui dis, mais tu sais, ces moments-là, c'est aussi ce qui me raccroche un peu à moi, les moments que j'ai vécu en tant que sportif. Et c'est à ce moment-là que tu as la passion, que tu te sens vivant, ça fait peur, mais c'est pour ces moments-là aussi qu'on fait tous ces efforts, tous ces sacrifices. Donc, j'avais pas envie forcément de faire des outils de respiration à ce moment-là pour apaiser le truc. Par contre, je disais, bon, je suis en PLS, clairement, mais si tu me voyais, et je pense que tu me voyais de là où tu étais, peut-être qu'aujourd'hui tu as oublié, mais j'étais comme ça, avachi sur la lisse, en train de rigoler avec les gars, et qui rigolaient aussi avec moi, parce qu'on se disait, de là où elle est, si elle nous voit mort de rire, et elle va se dire, a priori ça va là-bas, ils sont pas inquiets pour moi, donc tout va bien. Bon, mais en fait, j'étais au fond du seau à ce moment-là, mais je disais dans mon langage corporel, à distance, au moins, il faut pas que je puisse le partager, quoi. Non, moi je t'avoue que ça, je peux plutôt penser que t'en as rien à foutre. Ah merde. Et que du coup, ça va pas me plaire du tout. Oh merde, et voilà, toujours à côté de mes pompes. Ah, j'étais sûr que j'avais été un génie, moi. Mais bon, cela dit, je t'avoue, je m'en souviens pas trop. Bon, l'histoire, c'est bien Mais terminé. voilà, c'est vrai. Alors, dans la suite des questions, du coup, on en a reçu quand même énormément et je vous remercie pour tout l'intérêt que vous avez eu pour ce hors-série. On en a donc sélectionné quelques-unes. Parmi celles que on a sélectionnées, on peut poser la question comment rester concentré sans être trop stressé, puisqu'on continue, je dirais que c'est un peu la suite de ce qu'on est en train de dire. Ouais, la question surtout, c'est sur quoi tu te concentres. Et je pense que c'est ça en fait. Il faut avoir vraiment une partition à dérouler. Moi, un exemple que j'aime bien utiliser, c'est de dire tu veux faire un bon gâteau au chocolat. Tu vas prendre une recette, il va y avoir la liste des ingrédients que tu dois mettre dans ton gâteau. Jamais tu auras une recette
ou qui commencera par surtout ne mets pas de tel ingrédient, et puis ça non plus, sinon ça va pas être bon, etc. etc. Ou ton GPS, il te dit là où il faut que tu tournes, il te dit pas là où il faut pas que tu tournes. Tu commences à te déconcentrer à partir du moment où tu fais la liste de tous tes défauts, de toutes les erreurs qu'il va pas falloir faire aujourd'hui, ou que tu te concentres sur quelque chose qui est plus dans l'environnement dans lequel tu évolues plutôt que la demande initiale. C'est-à-dire, ah, le sélectionneur il est là-bas, ah, le propriétaire du cheval est là, ah, il y a cette fille que je supporte pas qui est en train de me regarder sauter. Tu es ultra concentré à ce moment-là, mais tu es concentré sur quelque chose qui ne nourrit pas l'action. Donc il faut savoir avoir une partition de musique avec uniquement les bonnes notes de musique et être focus sur ce que tu vas faire pour bien monter. Et ça doit être comme sur un mur d'escalade, les prises qui vont te permettre d'être dans une concentration qui va générer plutôt de la sérénité, plutôt du contrôle. Parce que si tu te concentres sur les gestes qu'il faut que tu fasses, tes contrats de foulée, mettre ta jambe, où tu vas regarder, comment tu vas respirer, tu génères pas de l'émotion. Ça génère même pas de l'euphorie quelque part. Tu génères de la sérénité, du contrôle. Plutôt que si tu te concentres sur le résultat que tu veux obtenir, les conséquences éventuelles d'un échec, ce qui pour moi résume la pression, tout ce que tu veux pas faire, là tu fais bouillir la marmite des émotions. Donc pour répondre à cette question, je dirais, ayez vraiment un plan, une partition à dérouler, essayez de vous y tenir sans être trop scolaire, mais dites-vous que ça va vous baliser un peu votre épreuve, et si vous essayez vraiment de diriger votre attention là-dessus, de focaliser votre attention là-dessus, alors vous n'allez pas être trop perméable aux pensées parasites. Moi, je peux dire que pour rebondir et encore une fois partager mon expérience personnelle, là où justement tu m'as beaucoup aidé, quand tu parles d'une méthode, de tout ça, c'est d'avoir aussi un planning. C'est-à-dire que je trouve que quand on passe à 8h du matin, finalement c'est facile. Quand on passe à 17h, ben, il faut l'occuper la journée. Il faut vraiment l'occuper. Et là où justement d'avoir une méthode, d'avoir une sorte de rétro-planning finalement, moi là où ça m'a aidé, c'est que tu passes pas ta journée à te morfondre ou à te dire oh là là, tu penses à ton épreuve qui est à 17h. Non, je fais mon rétro-planning, je sais que je passe à 17h, à 16h par exemple, je suis au box, à 15h, je dois faire ça. Et du coup, je sais que jusqu'à par exemple 15h, je peux vaquer à plein d'occupations pour m'aérer l'esprit. Je peux penser à plein d'autres choses qui fait que je reste pas à me faire des nœuds au cerveau toute la journée. Et ça m'a énormément aidé pour préparer ces épreuves-là. Parce que justement, alors il y a pas mal d'épreuves, justement aussi une des difficultés que nous on a cavalier, c'est qu'on a souvent pas mal de choix à monter. Donc du coup, je dirais sur des compétitions, même des fois jusqu'à 4 étoiles, on est occupé aussi nos journées avec d'autres chevaux. Donc on y pense moins. Mais quand on se retrouve sur un championnat, ou même sur une Coupe des Nations ou autre, et là on n'a qu'un seul cheval, on n'a pas l'habitude de ça. Donc il faut occuper ses journées. Et moi, de faire des rétro-planning comme ça m'a énormément aidé pour justement combler ces trous-là, savoir que là, je pouvais prendre du bon temps, il n'y avait pas de mal à ça, et pas à me dire, oh là là, mais si en fait dans une heure, il faut que je sois là, et déjà arrêter ma vie parce que dans une heure, il fallait que je sois au box. Donc des rétro-planning, des alarmes sur le téléphone, comme ça, je suis pas en train de regarder l'heure toutes les 10 secondes. Et au moins, je sais que bon, là, ça sonne, poum, il faut que j'aille me préparer, aller au box, ou faire ma reconnaissance, ou me mettre dans ma bulle. Et ça, je sais que ça m'a vraiment aidé. Et donc, je pense que ça fait partie de la méthode quand même. Ouais, j'aime bien représenter ça en disant, t'es au volant de ta voiture, tu t'arrêtes au feu rouge, tu gardes pas le pied sur l'accélérateur. Parce qu'il n'y a pas de besoin, c'est pas adapté à la situation. Par contre, tu veux rentrer sur l'autoroute, logiquement, il faut que tu accélères et plutôt fort. Si tu es à 30 km/h, tu vas avoir un souci. Et donc, tu vas naviguer un peu dans ton quotidien entre ta zone de confort, une zone plus de performance, parfois une zone un peu plus d'appréhension, comme le compteur d'une voiture. Et il n'y a en réalité pas de mauvaise zone et de bonne zone, il y a juste des zones qui ne sont pas adaptées. Quand tu entres sur la carrière du CSO à Pau, évidemment que tu es dans l'appréhension, c'est normal. Mais l'idée, c'est que tu n'y sois pas depuis le matin à 8h. Ouais, parce qu'on se fatigue en plus et on se fait des nœuds au cerveau pour rien. Et puis, tu as de l'essence dans ton réservoir, il ne faut pas que tu arrives en panne d'essence au moment où tu vas passer sur ton épreuve. Et en plus de ça, le petit piège en concours complet sur les grosses épreuves, c'est que tu peux avoir tendance à faire 12 000 fois le tour du cross pour t'occuper l'esprit. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que je suis vraiment en train de me préparer
ou est-ce que je suis en train de me rassurer. Et il faut toujours avoir conscience que il faut s'autoriser, comme tu dis, à sortir un peu mentalement du concours pour préserver son énergie. Et moi, j'aime bien mettre en place pour les cavaliers que j'accompagne un protocole de concours sur mesure, assez carré. Alors, ça ne veut pas dire que on se prend la tête, mais par contre, une journée de concours type, il y a plein de rendez-vous importants à pas manquer pour être vraiment performant à la fin de la journée. Et on remplit une caisse à outils en disant à tel moment tu peux utiliser tel outil, à tel moment tu peux faire ça, à tel moment ça. Et si en plus de ça, les méthodes qu'on met en place dans le concours sont les méthodes qu'on a mis en place dans le quotidien du cavalier, et que ça lui permet de se raccrocher à quelque chose qu'il fait au quotidien chez lui et qui du coup le rassure, alors on sait ne pas tomber dans tous ces pièges que vont être parfois la reconnaissance, le paddock, l'attente avant l'entrée en piste, la gestion des temps d'attente. Des fois sur des concours comme l'Open à la Motte, tu fais ta reco, il peut se passer 2h30, 3h avant que tu passes. Comme nous, le cross finalement. Exactement. Et tu as le temps de le faire quelques fois, le cross, avec tous les scénarios catastrophes que tu peux envisager, imaginer. Donc ça, c'est aussi des compétences qu'il faut avoir, des outils qu'il faut avoir pour être capable de ne pas être spectateur de tes émotions à ce moment-là et toujours garder le contrôle pour qu'au moment où tu rentres dans la boîte, au moment où tu rentres sur la piste, tu sois à 100% de tes capacités. Question suivante. Alors, mince, je tape le code. Une autre question qu'on a, donc là on va un peu changer de sujet, enfin on est toujours sur le même sujet, mais que pensez-vous de la cohérence cardiaque, la sophrologie, la respiration? Que tu utilises les trois. Moi la sophrologie. Tu sais quoi? Partage-toi ton expérience de ces trucs-là et moi j'explique derrière pourquoi ça fonctionne. En étant tout à fait honnête, moi la sophrologie c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup parce que j'ai pratiqué. Et pourquoi tu rigoles? Parce que t'en fais mais tu le sais pas, mais c'est ça qui est drôle, mais vas-y. Donc on en parlera après, mais quand j'ai eu l'impression d'en faire du coup, bien plus jeune, peut-être que j'étais pas avec la bonne personne, je ne sais pas, mais en tout cas je m'endormais à chaque séance. Donc ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup d'aide de ce côté-là. Par contre, la cohérence cardiaque et la respiration, ce sont des choses que j'utilise énormément en compétition. Ça me rassure et puis ça me permet de redescendre un peu, je dirais, dans le rythme cardiaque et dans la palpitation. Du coup, j'explique un peu. Oui, bah oui. Alors, déjà, la cohérence cardiaque. Que ça. Alors, la cohérence cardiaque, pourquoi cardiaque alors qu'on parle d'un truc de respiration? En fait, ça a été inventé par des cardiologues qui se sont rendus compte que sur un certain rythme respiratoire, qui est un rythme de 6 mouvements respiratoires par minute, donc c'est tout bête, tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes, tu vas avoir une influence directe sur les battements de ton cœur. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un truc qui te permet de te calmer, d'avoir un petit sas de relaxation quelque part pour te remobiliser, etc., te reconcentrer. J'aime bien l'idée de dire dans des moments très précis où par exemple tu arrives au paddock, tu as mis en place une bulle de calme et qu'on va entretenir ce calme. J'aime plutôt cette idée-là plutôt que de dire on laisse l'incendie prendre et puis on éteint le feu avant d'entrer en piste. Je préfère dire je suis au calme, comme ce qu'on a dit sur le protocole de concours de la journée, et j'entretiens le calme pendant toute la journée. Donc la cohérence cardiaque, elle est dans 99% des cas utilisée comme tu le dis. Je me sens pas très bien, je fais ça, ça va me poser. Moi je le fais aussi beaucoup faire en entraînement, la cohérence cardiaque, parce que on s'aperçoit maintenant que quand on fait ça pendant une dizaine de jours, 3 fois par jour, un entraînement bien précis en cohérence cardiaque, quand le moment stressant arrive, finalement tu montes moins haut en émotion, parce que tu as entraîné une capacité très précise, qui est une capacité cardiaque, au fait que ton cœur s'emballe moins sous l'effet du stress et que du coup toute ta machine s'emballe un peu moins. Donc quand on parle de préparation mentale, évidemment comme un préparateur physique, tu vas venir développer certaines capacités très précises. La gestion des émotions, elle est travaillée aussi grâce à la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est pour reprendre le contrôle si tu sens que tu es en train, un peu comme on disait, de ne pas être dans le bon mode d'action ou d'être un peu dépassé par tes émotions. Mais c'est aussi un entraînement qui va te permettre de garder le contrôle de tes émotions quand l'instant précis est arrivé.
On parlait de la sophro. Aussi, il y avait la sophro. C'était quoi le troisième truc de la question? C'était cohérence cardiaque, respiration et sophro. Ouais, Je crois. la respiration, super important aussi d'avoir conscience que c'est l'huile que tu mets dans ta machine pendant ton épreuve. Donc, ce qu'on a aussi pas mal travaillé, c'était sur les reconnaissances, etc. Que tu saches définir à quel moment tu vas respirer, comment tu vas respirer. Et c'est vrai que tu as été pas mal mon laboratoire sur certains trucs, ou même sur les reprises de dressage. On essayait de faire de la respiration abdominale. C'est pas toujours facile à caler dans une reprise de dressage parce que la respiration abdominale, quand tu as les abdos qui sont serrés ou que tu es en trop assis, etc., c'est juste pas possible. Donc ça, c'était très intéressant. Des outils de respiration au paddock, etc. Donc la respiration, c'est évidemment un outil ultra important pour le cavalier. Et la sophrologie, c'est là où c'est drôle parce que je te dis, t'en fais énormément et toi tu dis, j'en ai fait il y a quelques années, c'était pas terrible. En fait, par définition, avant même de parler de sophrologie, avant même de parler de préparation mentale, tu as des tonnes de cavaliers qui se font une visualisation mentale de leur parcours une fois qu'ils ont fait leur reconnaissance. Ça, c'est de la sophro, tu vois. Et c'est vrai qu'on a cette opportunité-là, donc il faut en profiter, de dire, je connais l'épreuve, donc je peux me faire une projection mentale. Ah oui, parce que, oui, d'accord, donc en fait, finalement, la sophrologie, c'est un peu de la visualisation. Ah oui, mais ça, je suis la pro, par contre. La visualisation est une méthode issue de la sophro. Et ça, en fait, si tu veux, tu en fais beaucoup parce que ça te permet justement de faire une répétition générale, une projection mentale alors que tu n'as pas encore couru l'épreuve. C'est génial, tu vois. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est le cavalier est naturellement très bon en visualisation mentale parce qu'il en fait tout depuis toujours puisqu'il a l'opportunité de le faire. Ah, ça, tu l'as toujours dit. Alors qu'il ne sait pas comment c'est, il ne sait pas comment ça s'appelle. Et donc moi, j'adore travailler avec les cavaliers sur ces sujets-là parce qu'on part jamais de zéro, quoi. Et on peut vite travailler sur des démarches de projection mentale, de séances d'ancrage, d'aller déconstruire des moments un peu difficiles comme des chutes ou des moments où c'est un échec qui a impacté un peu la confiance du cavalier, d'aller travailler aussi dans son quotidien sur le fait de visualiser. Et ce qui est intéressant là-dessus, sur ce sujet, après, je ne vais pas parler trop longtemps de ça, mais c'est aussi qu'on en connaît beaucoup plus sur les neurosciences aujourd'hui. Et comme on sait comment fonctionne le cerveau, on sait aussi expliquer ce qui se passe dans ton cerveau quand tu visualises le geste et ce qui se passe dans ton cerveau quand tu fais le geste dans la réalité. Et le fonctionnement cérébral et au niveau neuronal est extrêmement proche. Et c'est aussi pour ça qu'on s'aperçoit que d'inclure ça dans ton entraînement quotidien, ça te permet de progresser plus vite parce que tu vas maîtriser le geste plus rapidement. C'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant et qui, depuis qu'on en sait plus scientifiquement sur le fonctionnement du cerveau, a fait beaucoup de bien à la prépa mentale parce que ça a permis de faire passer la prépa mentale d'un truc un peu de gourou, on ne sait pas trop, des magiciens, on ne sait pas trop ce qu'ils font, à voilà comment ça marche et scientifiquement on peut vous prouver pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Et après l'imagerie, ça permet même à des gens qui sont blessés de limiter leur fonte musculaire quand ils sont en période de réathlétisation ou de cicatrisation. C'est sans fin, je pourrais t'en parler pendant des plombes parce que c'est ultra passionnant et c'est intéressant parce que tu l'utilises sans savoir comment ça s'appelle quelque part. Vaste sujet, intéressant. Continuons. Du coup, il y a aussi une autre question, c'est un peu finalement, on en revient peut-être à ce stress positif ou négatif, mais il y a une question, c'est comment prendre du plaisir pendant son épreuve. C'est vrai qu'il y a des fois, personnellement... Va au resto, fais-toi... Non mais en fait, on en revient à la même chose. Sur quoi tu projettes ton attention ? Si tu projettes ton attention sur tes défauts, sur les conséquences d'un échec, sur le résultat à tout prix, ça va être compliqué d'oser en fait. Parce que cette notion d'audace, d'ambition, de prendre des risques, tous les concours sur lesquels je vais, des
plus petites épreuves au JO, celui qui gagne, il a pris un risque. Et tu vois, ça c'est intéressant, cette notion de prise de risque. Parce que quand on dit amuse-toi, fais-toi plaisir, pour le vrai compétiteur, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire tente des trucs, tu vois. Il y a une option un peu ambitieuse. Ok, si je le sens bien, si tout se passe bien, je le tente. Et puis si ça passe pas, je serais fier de moi de l'avoir tenté, ce truc-là. C'est une prise d'expérience. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est super important dans ce que tu partages là. C'est quand tu sors de piste, plutôt que de te dire je suis content ou je suis pas content. Dis-toi, ok, qu'est-ce que je vais garder là? Qu'est-ce que je vais changer? Et si tu arrives à ne jamais sauter, à ne jamais dérouler une reprise pour rien, si à chaque fois que tu as demandé à ton cheval de fournir un effort, d'aller sauter un parcours, sauter un tour de crosse, une reprise de dressage, et que tu en tires toujours une expérience, un enseignement, allez, un succès, alors tu as fait du bon boulot, tu vois. Et donc cette notion de plaisir, elle est super importante aussi là-dessus, de ne pas être dans ce syndrome de l'examen, j'ai réussi ou j'ai échoué aujourd'hui, mais de savoir pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on vient chercher. Si tu te dis, j'ai un objectif précis, et ça c'est vraiment un conseil qu'il faut retenir, ayez toujours des objectifs précis. Parce que pour te faire plaisir, si tu as des objectifs flous, si ton objectif c'est de dire je vais être une super cavalière aujourd'hui, c'est flou à quel moment tu vas dire j'ai été une super cavalière. Si tu te dis aujourd'hui avec ce cheval il faut vraiment que je fasse attention à ma position, enfin je fasse attention à ma précision dans mes tracés, que je fasse attention au contact dans la bouche, à ma respiration, et si tu as le sentiment d'avoir servi la mission quand tu arrives, pour moi il y a du plaisir à aller chercher là-dedans. Il n'y a pas du plaisir que dans le résultat. Et si tu penses que tu te rapproches un peu de la destination que tu t'es fixée, alors tu peux chercher du plaisir. Mais ça, c'est super important, je pense, de savoir faire la part des choses entre j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai été bon, j'ai été mauvais, et des fois de dire est-ce que malgré tout, j'aurais signé pour ça si on m'avait donné ce résultat à l'avance il y a quelques jours, et est-ce que je suis fier de ce que j'ai tenté? Et je pense que le plaisir, il est là-dedans aussi. Il n'est pas juste dans j'ai perdu aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et juste un truc, n'oubliez jamais pourquoi vous pratiquez ce sport. Toi, un jour, tu avais 5 ou 6 ans, tu t'es mis sur un poney, on t'a pas forcé, parce que ça... Non, c'est pour l'amour du cheval. Eh ouais, mais des fois, c'est important aussi de savoir juste partir en balade, de savoir juste faire un petit stretch, de ne pas être tout le temps dans la quête d'une performance, de ne pas rentabiliser à tout prix chaque moment, tu vois. Je sais que tu sais très bien le faire avec Romantique, et je pense que c'est une de tes forces numéro 1, c'est de savoir ne pas perdre ça de vue. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. Quand je patinais sur la fin de ma carrière, j'allais au JO comme j'allais au boulot, quoi. Parce que j'ai jamais perdu les super sensations, j'ai jamais perdu cette adrénaline de la vitesse, etc. Mais par contre, il y a un moment où les enjeux, l'ambition, les résultats à tout prix prennent le dessus sur pourquoi je fais ce sport et pourquoi j'aime ce sport, au-delà de la pression du quotidien. Et ça, je pense que quand tu perds le plaisir, tu perds le carburant. Et puis un jour, tu tombes en panne d'essence, t'aimes plus ce que tu fais, t'as plus la passion, et tu te dis, je fais le tour de la question. Mais si tu remontes un petit peu en amont, tu te dis, ça aurait été bien aussi que je prenne soin de pouvoir durer sur le long terme. Et dans un sport comme l'équitation, où tu peux être là pour 40 ans, ou plusieurs générations, surtout ne jamais négliger le plaisir dans le quotidien, parce que c'est le carburant. C'est beau ce que je dis. Ouais. Oh là là. On en est à 1 heure, je pense, si je me trompe pas. Est-ce que... 51 minutes. Ouais. Tu veux faire une dernière petite question pour... Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On continue une dernière question? Allez, je suis chaud. Alors, comment on peut rester focus sur ses objectifs, même avec des contre-performances? Ça dépend de l'objectif. C'est toujours la même chose. Il faudrait creuser un petit peu cette question en disant est-ce que c'est l'objectif d'une saison? Est-ce que c'est un objectif à long terme?
Est-ce que comment est construit le projet? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, pour essayer d'apporter une réponse la plus pertinente possible, malgré un peu le flou dans lequel on est, l'idée c'est de se dire, on a peut-être, là on va être à l'entrée d'une nouvelle saison dans toutes les disciplines, avec certains qui ont l'objectif de participer au championnat d'Europe ou à poney à la motte, ou voilà, chacun a un peu son objectif de la saison. Assez souvent, c'est plutôt sur la fin de la saison. Et donc, ça, on peut voir ça comme un itinéraire avec une destination finale. Ce qui est super important, c'est d'avoir justement un itinéraire le plus détaillé possible. Donc la planification. Exactement. Et la planification et la programmation qui va me permettre sur la route de développer toutes les capacités qui vont être nécessaires pour arriver à cette destination finale. Ce que je comprends dans la question, c'est qu'on est déjà en route et que ça se passe pas tout comme prévu. Comme ça que je le prendrais aussi. On est d'accord. Comment se remobiliser finalement? Exactement. Comment changer de stratégie ou comment changer d'objectif ou comment... C'est ça. Tu as vu ce que je disais tout à l'heure? On sort de piste. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais changer? Ça peut être à échelle toute petite. C'est-à-dire, j'ai déjà un autre cheval scellé dans le paddock et je vais ressauter une deuxième fois ce parcours avec un deuxième cheval. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à redescendre en émotion et me servir de cette première expérience pour être meilleur. Si je suis déjà sans faute, il faut que je sois capable de dire ça, cette recette, elle est top, je réutilise exactement la même en faisant attention au fait que peut-être le deuxième cheval est différent, etc. Tu vois. Ou alors, si je me suis fait avoir, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur dans l'épreuve, enfin dans le deuxième. Faire des petits ajustements de cap un peu, tu vois. Le fait de dire à chaque fois qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change. Mais toujours avoir ces deux tiroirs, mes succès, mes échecs, et ne pas juste prendre mes décisions en fonction de mes échecs pour ne pas reproduire mes échecs, et être capable aussi de capitaliser sur ces succès pour ne pas repartir d'une page blanche à chaque fois. Il n'y a aucune saison qui se passe du début à la fin comme c'était prévu. T'en sais quelque chose. Par contre, ce qui est super important, c'est de rester motivé tout le long de la saison. Et je vais même plus loin que ça, je vais parler de détermination. Moi, j'aime bien ce terme de détermination parce que être motivé, tout le monde est motivé. En début de saison, je connais pas grand monde qui arrive en disant « Oh là là, encore une nouvelle saison, j'ai pas envie ». Ou alors, très vite, ils vont rester chez eux, ces gens-là. Mais ce qui est important, c'est d'être déterminé. Ce qui est important, c'est d'être capable d'échouer, de continuer, d'y croire toujours, de se bagarrer. T'en es l'exemple type. Combien de fois t'as fait des extraordinaires performances juste après des grosses contre-performances? Et c'est ça qui est important, c'est les résultats c'est une chose, ta performance en est une autre. Et les deux doivent être un peu dissociés. Et donc c'est super important que tu arrives à avoir une vision positive de tes capacités au quotidien et que tu saches aussi te nourrir de ce qui va bien pour te dire, quand je suis face à un obstacle et que je dois prendre une décision au dernier moment, il faut que je sois un petit peu convaincu que je peux prendre la bonne décision parce que vous faites quand même un sport où c'est toi le pilote quoi. Quand tu as fait ta reconnaissance, que tu sais exactement où tu vas passer, ton cheval n'était pas là, lui il sait pas. C'est toi qui prends les décisions. Donc ça, c'est super important d'arriver à se dire, ok, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, j'en tire un enseignement, qu'est-ce que je change pour le prochain concours? Est-ce que en cours de route, il se trouve que ça se passe vraiment pas comme j'avais prévu, donc mon objectif final, est-ce qu'il faut que j'en change pour un truc un peu moins ambitieux? Ou alors que je voulais faire tel niveau d'épreuve cette année, peut-être qu'il faut que je me donne 2 ans parce que la route va être plus longue, mais c'est de savoir exactement où on va, par où on passe et combien de temps on se donne pour y aller. Du coup, c'est vrai que ce qui est important, parce que moi je le vois, je coach énormément d'élèves, que ce soit peu importe le niveau, de l'amateur 4 sur des championnats d'Europe junior, jeune cavalier, 4 étoiles. Ce qui est important, c'est de se dire que tout le monde est dans le même train, dans le même bateau, dans la même équipe. Je veux dire par là que nous, en tant que coach, ou quand je parle coach mental, coach technique, coach physique, on est tous dans le même bateau pour faire avancer le cavalier, pour vous aider. Et que des fois, si on dit aussi, attention, il faut peut-être revoir un peu les objectifs à la baisse,
ou changer de chemin au sein d'une saison, c'est de toute façon pour arriver à rebondir pour du mieux. C'est pas pour vous freiner ou c'est pas pour empêcher la réussite, même moi par exemple, de mes chevaux. Je le vois aussi en tant qu'entraîneur de cavalier, mais aussi finalement en tant qu'entraîneur de mes chevaux. Des fois, ils ont besoin de plus de temps. Des fois, on a besoin de redescendre de niveau pour le mental, pour la technicité, peu importe. Mais il faut accepter ça. Ça n'est pas une. Bien sûr qu'on peut le voir un peu comme un échec, comme une frustration, mais non. C'est juste que le chemin, il est peut-être un peu plus sinueux et que du coup, faut prendre un chemin différent qui va nous aider à arriver à cet objectif final. Peut-être qu'il sera dans 6 mois ou peut-être que finalement, et ça ne sera pas cette année-là. Mais en tout cas, si on veut pouvoir y arriver, il faut des fois faire un chemin différent et en aucun cas c'est quelque chose de pas bien ou un échec. Et justement, moi je l'ai trop vu avec mes élèves et ça, il faut vraiment pas le voir comme ça. Et c'est vrai que ça peut être difficile hein, des fois à encaisser, mais je l'ai pu le connaître aussi moi en tant que cavalière avec mes chevaux en se disant bon ben là, vaut mieux qu'on redescende un peu de niveau, j'ai peut-être été trop vite, peut-être que ou peu importe la raison. Mais il faut accepter des fois de prendre un chemin différent et ça n'empêche que ça va nous remobiliser, nous redonner de la motivation. Et si on reste déterminé, comme tu dis, on arrivera au bout de cet objectif-là. On va conclure là-dessus parce que ça fait déjà 1 heure qu'on vous parle de mental et que je partage un peu mon expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce qu'on peut refaire un hors-série là-dessus. C'est avec grand plaisir que je pense que Max aussi vous partage son expérience. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez envie, si vous avez aussi envie d'avoir des hors-séries sur d'autres sujets. Même partager mon expérience, je trouve qu'on le fait jamais assez finalement. Moi, je sais que c'est en discutant des fois avec des grands cavaliers que je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais la même chose qu'eux, alors qu'eux, ils me paraissaient sur une bulle ailleurs que sur notre terre et qu'ils étaient complètement différents que moi, alors que finalement, je me suis retrouvée en discutant avec eux sur pas mal de points. Donc, partager mon expérience, c'est quelque chose que j'aime faire pour montrer que c'est pas tout rose pour nous non plus, que nous aussi on a des difficultés. Et si je peux aider, si on peut partager notre expérience avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous aimeriez. Et voilà. Et puis à vous abonner pour pas louper le prochain hors-série. Ouais. À bientôt. Salut. Salut.